Lundi dernier, l'AES a officiellement annoncé son retrait du statut de Rome, acte fondateur de la Cour pénale internationale, une rupture qui intervient après plus de 20 ans de coopération, mais une coopération que les dirigeants sahéliens jugent désormais vaine et injuste. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont publié un communiqué commun dont nous allons vous diffuser un extrait. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les trois pays ont coopéré avec la CPI non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Pourquoi ce retrait et cette colère? Pour analyser cette séquence d'actualité, mais également d'histoire, j'ai à mes côtés Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne, mais également Sedi Kaba, journaliste et écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Alors, Norbert et Sédic, quelles sont selon vous les motivations réelles qui poussent aujourd'hui les pays de l'Alliance des États du Sahel à claquer la porte de la CPI? Sédic? Je crois que les raisons sont celles que les trois pays ont avancées. Il faut peut-être rappeler que ces pays ont été un des premiers à adhérer au statut de Rome. En 2000 déjà, le Mali a adhéré, le Niger en 2002, le Burkina Faso en 2004. Et aujourd'hui, ils ont fait le constat de la critique que tout le monde faisait déjà contre la Cour pénale internationale, celle d'une justice sélective, d'une justice à deux vitesses. Et je crois que leurs arguments sont recevables. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples qui illustrent que cette Cour pénale internationale avec laquelle ils ont collaboré, parce qu'il ne faut pas oublier que si la Cour pénale a été capable de juger et condamner au moins deux chefs djihadistes, c'est grâce à la coopération de ce pays. Le dernier, Alassane, qui a été condamné en 2024, a été arrêté au Niger, extradé vers la CPI et il a été jugé. Donc les pays ont fait le constat et s'inscrivant dans la cohérence de leur démarche souverainiste, ils ont estimé qu'ils n'ont plus de raison aujourd'hui de continuer à coopérer avec la Cour pénale internationale. Alors justement, si des djihadistes ont été jugés par la CPI, ça veut dire que, bon, elle n'est peut-être pas parfaite, mais qu'elle a quand même fait le boulot sur ce point-là. Oui, elle a son utilité, mais simplement, c'est le fait qu'ils aient été jugés par la CPI n'affecte pas les critiques qui ont été celles de sa partialité, parce que ces pays sont témoins de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être témoin de la sanction par les États-Unis des juges de la Cour parce que la Cour a décidé On de va en poursuivre parler. Netanyahou, et puis dire que cette Cour est crédible parce que, bon, si jamais elle sanctionne, elle poursuit telle personne, elle est sanctionnée, telle autre, on l'applaudit, il y a un problème à ce niveau. Et moi, je pense que les pays sont cohérents dans leur démarche. Justement, Norbert, on parle beaucoup de la CPI, mais finalement, on la connaît peu, ses origines et son mode de fonctionnement. Tu as travaillé sur l'outil CPI. Comment on peut le caractériser? Qu'est-ce que les gens ne savent pas qu'il faudrait savoir sur la CPI? La CPI est un tribunal permanent, un tribunal pénal permanent.
Et ça, rien que ça, c'est une énormité en matière de droit. Et ça foule du pied un des fondements de l'État de droit, c'est-à-dire de l'État-nation. Alors, c'est très important parce que la CPI, c'est la face émergée d'un iceberg qui redéfinit l'ordre du monde. Il faut bien comprendre ça. Les États-nations, ça n'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, on est habitué aux États-nations, on trouve ça tout à fait normal. C'est un peu comme la tonalité, quand je prends mon téléphone, elle est là, mais en fait, quand on réfléchit bien, la tonalité, c'est pas évident. L'État-nation, ça n'est pas évident. Ça existe depuis 3 siècles et demi seulement, depuis le milieu du XVIIe siècle. Sur 5000 ans d'histoire, ça n'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, il y avait d'autres organisations du monde. Juste avant la signature des traités qui ont créé les États-nations, c'est-à-dire les traités de Westphalie, il y avait des principautés. L'organisation du monde était extrêmement éclatée. Mais avant, il y avait des empires. Et si on remonte au temps des Romains, même au temps de l'Égypte antique, il y avait des empires. Et ça donnait tellement de guerres pendant des siècles et des siècles qu'un jour, les hommes ont décidé de créer des États-nations. Les États-nations, ça voulait dire un certain nombre de principes. Il y avait 6 principes, dont un, je fais ce que je veux à l'intérieur de mes frontières, qui sont reconnus par les autres. Voilà. Mais que se passait-il lorsque un dirigeant déclarait la guerre à son propre peuple ? Il disait, ça se passe chez moi, ça ne vous regarde pas, je fais ce que je veux. Alors l'idée d'un ordre judiciaire international est ancienne, évidemment. On a pensé au problème, on l'a toléré, et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. On a vu que c'était un enchaînement, une machine infernale d'États-nations qui déclenchait cette guerre, 20 millions de morts. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, même chose. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a dit le problème, ce sont les États-nations. Et donc si on veut détruire les États-nations, il faut un nouvel ordre. Et petit à petit est née l'idée du devoir d'ingérence. Je vais me mêler de ce que tu fais chez toi. Si l'humanité est en cause. Si tu violes les droits les plus élémentaires de la personne humaine. On est passé du devoir d'ingérence de Norbert chez Théo, ou inversement, au droit d'ingérence et la création d'un ordre supranational. On a d'abord commencé par les tribunaux pénaux ad hoc, comme le tribunal pénal international pour le Rwanda, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et puis... Mais là, tu le dis toi-même, Théo, c'était des tribunaux d'exception. Et si on remonte au sortir de la Seconde Guerre mondiale... Le tribunal de Nuremberg. Voilà, il y a eu le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo qui ont jugé des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, avec des juges qui venaient de la planète entière. Et ensuite, ces tribunaux ont été dissous pour respecter l'ordre de Westphalie, c'est-à-dire l'ordre des États-nations. C'est important de parler de ces tribunaux parce que déjà, ils portaient en eux la marque de ce dont on accuse la CPI, c'est-à-dire la partialité. C'était des tribunaux qui administraient une justice des vainqueurs, puisque les adversaires de l'Allemagne ont commis des crimes de guerre. Bien sûr. L'Allemagne nazie, même s'ils avaient raison politiquement, ils ont commis des crimes contre l'humanité, notamment à Hiroshima et à Nagasaki, mais ils n'ont pas été jugés. D'ailleurs, une très belle illustration est littéraire. L'écrivain américain Philip K. Dick a écrit un roman qui s'intitule « Le maître du haut château », dans lequel il imagine que ce sont les nazis et les Japonais qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et que font-ils, ces vainqueurs-là, dans ce bouquin-là? Ils organisent un procès qui se déroule à New York, qu'ils occupent naturellement, est jugé dans le box des accusés un certain Winston Churchill, qui est condamné à mort et qui est pendu haut et court. Donc on voit bien qu'effectivement, tu as raison, c'est la justice des vainqueurs qui prime. Et les vaincus n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc ça relativise tout. Mais si on revient à l'ordre international dont la CPI est la face émergée, à ce moment-là, il faut bien réfléchir à une chose, c'est que non seulement ça ferait du procureur de la Cour pénale internationale l'homme le plus puissant du monde, qui pourrait lancer par exemple un mandat d'arrêt contre Donald Trump.
on peut imaginer un peu ce monde-là. C'est ça le monde de la CPI. Mais en plus, on constate que la moitié de la planète Terre n'a pas signé le traité de Rome instituant la création de la Cour pénale internationale, à commencer par les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël. Et ce qui fait que... Conseil de sécurité sur 5 et les plus grandes puissances mondiales. Exactement. Donc il faut concevoir la CPI comme une utopie qui a essayé de se mettre en place et qui instantanément a été critiquée par qui ? Par les premiers intéressés, c'est-à-dire les Africains. Parce qu'on s'est dit, mais attendez, on ne juge que des Africains. Et c'est quand même un comble que les anciens colonisateurs jugent les anciens colonisés. Malheureusement, c'est ça. Alors le point d'orgue, ça a été le procès que la CPI se voulait comme étant le procès fondateur d'un ancien président de la République, le procès de Laurent Gbagbo. Qui a fait pchit. Et qui a fait complètement pchit, puisque la Cour pénale internationale l'a innocenté en première instance et en appel, sauf que les crimes qui ont été jugés ont bien été commis. Les victimes en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, existent bel et bien, sachant que ça n'est pas... Et surtout, la CPI avait juré que tous les partis au conflit seraient jugés, parce que justement, la marque de la justice des vainqueurs, c'est qu'elle ne juge qu'une partie au conflit, mais la CPI, après avoir échoué à condamner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en fait, elle a arrêté son activité sur la Côte d'Ivoire. Elle a arrêté, on ne sait pas, le président de la CPI, le président nigérian, a dit que le dossier Côte d'Ivoire allait être instruit jusqu'au bout, ce qui veut dire que pour l'instant, c'est suspendu, parce qu'après, il y a l'opportunité des poursuites. Donc, c'est le Conseil de sécurité qui décide. Et bon... le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui aujourd'hui est neutralisé avec les conflits entre la Russie, la Chine et l'Occident. Je crois que Norbert a souligné un certain nombre de faiblesses existentielles de la CPI. Le principe même de la subsidiarité, puisque la CPI fonctionne selon le principe elle se substitue aux juridictions nationales lorsqu'elles-mêmes ne peuvent pas juger. Donc, à ce niveau, puisque dans ce principe de la subsidiarité, il est aussi inscrit le principe de la saisine, comment on saisit la CPI. Et habituellement, la saisie se fait par l'État. Dans le cas de l'affaire dont vous parlez, la Côte d'Ivoire, la plainte a été aussi déposée par le pouvoir en place. En ce moment, il y a toujours le principe de cette difficulté de la saisie par par un État. La saisie, les États concernés qui saisissent. Le deuxième principe de la CPI, même lorsque vous n'êtes pas membre de la CPI, le Conseil de sécurité peut autoriser des poursuites contre vous. Et ça, à ce niveau aussi, il y a des problèmes parce qu'on connaît l'instrumentalisation qu'il peut y avoir au niveau du Conseil de sécurité et les différents règlements. Et surtout, le Conseil de sécurité, c'est le Conseil des criminels. Voilà, non, les pays qui ont le plus de sang sur les mains, ce sont les pays membres du Conseil de sécurité. On va dire la vérité. Oui, on est dans décrypter l'Afrique. Tu as les États-Unis, du sang sur les mains, crimes immenses en Irak, en Amérique latine. Tu as l'Angleterre, crimes coloniaux, la France, crimes post-coloniaux, la Chine, en son sein, crimes. Moi, je n'aurais pas la Russie. Je n'aurais pas la force de franchise que vous avez, mais je suis absolument d'accord que, par exemple, il y a des régions du monde où des pires crimes contre l'humanité, crimes de guerre ont été commis, qui n'ont pas fait l'objet d'enquête de la CPI. L'Afghanistan, par exemple. Parce qu'on sait que si on fait des instructions en Afghanistan, ça va conduire aux États-Unis. En Irak, ce qui s'est passé à Abu Ghraib et les autres, où voilà, ça a été documenté qu'il y a eu tout ça, il n'y a pas eu de... Justement, aujourd'hui, c'est dit qu'Israël, le discrédit de l'Occident n'est pas également une aubaine pour les pays de l'AES qui quittent la CPI. D'autant plus que ce sont des pays musulmans en majorité pour certains. Oui. Même le Burkina, il y a beaucoup de musulmans. Oui. Et aujourd'hui, la plaie de notre temps, c'est ce qui se passe en Palestine, que de nombreux observateurs assimilent à un génocide. En tout cas, il y a une épuration ethnique qui est visible.
Et Ouais. comment défendre le droit pénal international, une certaine idée de l'institutionnalisation des droits de l'homme, pas des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme demeurent, de l'institutionnalisation des droits de l'homme pendant le carnage de Gaza. Vous avez absolument raison. On ne peut qu'adhérer à l'explication que vous avez donnée. Aujourd'hui, on ne voit pas une levée de bouclier contre les pays de l'AES parce qu'on a affaibli l'ordre pénal international, on a affaibli la CPI. Les États-Unis sont allés jusqu'à sanctionner des juges parce qu'ils ont poursuivi Netanyahou. On a révoqué le mandat, le visa de Mme Bensouda parce qu'elle a décidé de poursuivre Israël ou d'ouvrir des enquêtes en Afghanistan. Donc, à partir de là, on a affaibli. Et aujourd'hui, y compris un pays comme la France a dit qu'en dépit du mandat d'arrêt émis contre Netanyahou, il peut venir et repartir en France. Oui. Donc, à partir de là, quelle leçon on va donner aux pays de l'AES? Quelle crédibilité on a à leur donner? Si Gbagbo était venu en France, ou si un chef rebelle quelconque était venu, du Tchad ou de la Centrafrique était venu, il aurait été arrêté. Mais bien sûr que oui, on ne l'aurait même pas laissé venir, on l'aurait intercepté peut-être dans les airs pour l'arrêter. Donc, il y a cette dimension, cette posture-là, qui fait que on ne peut pas critiquer les pays de l'AES pour leur choix. Ils sont même cohérents envers leur opinion publique. Aujourd'hui, en septembre 2025, ce serait malhonnête, Norbert. Non, reste quand même que le problème initial, celui, je le disais tout à l'heure, du tyran qui déclare la guerre à son peuple, demeure. Dans l'histoire, les exemples foisonnent. Et des fois, c'est allé très très loin. On se rappelle quand même de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire Adolf Hitler a, pour une grande partie, conduit dans les camps d'extermination des Allemands, des Juifs allemands, des Juifs d'autres pays également, oui. Mais des Juifs allemands aussi. Bon. À partir de ce moment, la souveraineté, même dans une conception politique classique, la souveraineté appartient au peuple et pas au souverain, en tout cas en République. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se réclamer de la souveraineté pour tuer le souverain, c'est-à-dire le peuple? C'est la question qui reste posée. Et justement, le fait de se retirer de la CPI pour un certain nombre de pays, de constater la vacuité et l'inanité de la CPI, ne règle pas ce problème de l'impunité des dirigeants. Ne règle pas ce problème qui est... Bon, alors, Théo, tu as donné l'exemple de l'Allemagne nazie, mais bon, un peu avant, en URSS, Staline avait lui aussi, pendant les purges, déclaré la guerre à son peuple, et le résultat, 700 000 morts quand même, 700 000. Une partie de son peuple. Oui, on faisait pas mal. On peut aussi prendre des exemples, hélas, sur le continent africain. Dans certains... Au Rwanda, par exemple, l'extermination des Tutsis. Non, parce que là, c'était des communautés qui se battaient entre eux. Non, le problème se pose lorsque c'est un dirigeant qui s'en prend à ses propres ressortissants au motif que l'État-nation lui en donne le pouvoir. Même quand le dirigeant ne s'en prend pas, si ce sont des milices qui tuent et que le pouvoir se refuse à juger les miliciens, ça veut dire que le pouvoir est soit le co-auteur, soit le complice. Oui. Il y a des Centrafricains de la Seleka qui sont aujourd'hui jugés. Absolument. Mais ce que je disais, c'est que, étant donné que c'est une conséquence de la création de ce qu'on appelle les États-nations, dont on a une grande habitude aujourd'hui, mais qui n'allait pas de soi dans l'histoire, au regard de l'histoire, c'est pas grand-chose. 3 siècles et demi. Étant donné que cette question se pose depuis 3 siècles et demi, les hommes y apportaient des réponses idoines, adéquates, lorsque le besoin s'en faisait sentir par des juridictions d'exception, des juridictions qui jugeaient, et une fois qu'elles avaient terminé leur travail, disparaissaient. J'en ai donné des exemples. C'est le moins mauvais système. Le caractère permanent de la CPI fait qu'on change de monde et qu'on on veut recréer des empires. Oui, mais et là, le problème revient à savoir, est-ce que les mêmes causes qui, pendant toute l'histoire de l'humanité, ont produit les effets que l'on connaît, ne vont pas reproduire les effets que l'on a connus dans l'histoire, mais cette fois-ci avec des armes nucléaires. Là, ça change tout. Attention, la guerre entre les nations, effectivement, c'est très dangereux. Souvenez-vous de la parole de Mitterrand qui disait « le nationalisme, c'est la guerre ». Autrement dit, il faut en finir avec les États-nations et créer des structures supranationales. Des États-nations qui
se prennent de folie. Qui se prennent de folie, mais bah oui, c'est le cas, on l'a vu, et ça donne des carnages. On va en finir, on va créer des empires, mais alors, si jamais les empires se refont la guerre, qu'est-ce qui va se passer ? La CPI, c'est le tribunal de l'Empire occidental. Ah ben moi, je pense qu'effectivement, et même français, je dirais, parce que l'idée du droit d'ingérence, du devoir d'ingérence, puis du droit d'ingérence, est une idée très française. La France, de ce point de vue, a quand même réussi à faire adopter cette idée qui a abouti à la rédaction du traité de Rome. Et on le voit, quand même, il y a une majorité de pays dans le monde. Il y a combien de pays dans le monde ? Il y en a moins de 200. Il y en a, je crois, 196 aux Nations Unies. C'est pas un chiffre énorme. Bon, il y en a une grande quantité en Afrique. Il y en avait 34 en Afrique. Je me souviens d'un mot de Macky Sall quand il était président du Sénégal qui avait dit... 34 pays membres de la CPI. Oui, qui avait signé... Parce qu'en Afrique, c'est 54 pays. C'est ça, mais 34, c'est pas mal. Oui, et Macky Sall avait dit, si jamais... quand il était président du Sénégal, avait dit si jamais les Africains qui ont signé le traité de Rome se retirent du traité, il n'y a plus de Cour pénale internationale. L'Afrique a une minorité de blocage quand même dans cette affaire, sur entre 120 et 130 qui ont signé le traité. Et donc, ça fait longtemps qu'on entend des voix en Afrique dire on ne veut pas de ce tribunal qui a été fait pour juger les Africains. Idriss Déby, quand il était président du Tchad, l'avait dit. L'Afrique du Sud était sorti, le Burundi et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est les pays de l'AES. Et comme tu l'as souligné, il y a une raison d'opportunité. C'est effectivement ce qui se passe à Gaza. Donc, bah oui. Qui peut parler ? Je veux dire, quelle puissance occidentale a la moindre légitimité aujourd'hui pour dire aux pays de l'AES qu'ils font mal de quitter la CPI, alors que ces puissances qui déchirent l'ordre international, malgré disons, ses défauts. En gros, pour toi, la CPI, comme le FMI, ce sont des instruments de l'empire, de l'empire post-colonial occidental. Oui, mais peut-être que, moi je ne me prononce pas, peut-être que c'est mieux que les États-nations. Et que, après tout, l'organisation du monde telle que vue par l'ordre CPI, que j'oppose à l'ordre westphalien, peut-être que ça sera mieux pour la paix dans le monde, je n'en sais rien. Je dis qu'il faut simplement bien réfléchir avant de toucher à une construction que les hommes ont pensée il y a 3 siècles et demi pour justement en finir avec les guerres. Bon, les guerres les plus meurtrières ont eu lieu sous le règne de l'ordre westphalien, mais peut-être que des guerres encore plus meurtrières nous attendront. Je crois fondamentalement que si les pays africains ont adhéré si massivement, 30 sur 54, plus de la moitié donc, c'est parce qu'ils étaient d'accord au début sur la philosophie. C'est-à-dire que le fait de ne pas laisser des crimes impunis, quels que soient les auteurs. Maintenant, c'est dans la pratique de cette affaire qu'on s'est aperçu qu'il y a des passe-droits, il y a une sélectivité. On pense que telle personne, on peut la juger, il n'y a pas de problème. Si c'est Netanyahou, c'est beaucoup plus grave. Il a un parrain qui est des États-Unis, il a beaucoup d'affinités avec l'Occident, etc. Bon, c'est ça qui a fait le discrédit de la CPI, y compris dans les opinions publiques. Le rejet de la CPI aujourd'hui, dans les pays du Sahel, par exemple, n'est pas simplement une affaire d'État. Parce que, on a entendu beaucoup de gens dire que non, c'est parce que ces pays-là, les dirigeants veulent se soustraire de poursuites de main, etc. Non, quand vous interrogez dans l'opinion publique aussi, il y a une sorte d'adhésion à ce retrait parce que les gens se disent que puisqu'on ne juge que nous, pourquoi on va rester là-dedans ? Si on juge tout le monde, parce que le principe de la justice, c'est l'impartialité. C'est regarder les faits et non regarder les auteurs. La CPI, aujourd'hui, n'a pas... Justement, c'est dit qu'on va parler de la question qui fâche. Est-ce que les dirigeants de l'AES n'ont pas peur d'être eux-mêmes un jour conduits à la CPI, dans la mesure où on a constaté que finalement, ce sont les dirigeants qui ont déplu à l'ordre international postcolonial occidental qui se retrouvent à la CPI avec le soutien de l'Occident, puisque quand Netanyahou doit s'y retrouver, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Non, je pense... Au-delà du bien et du mal, sachant qu'il y a des crimes de guerre et des crimes
peut-être contre l'humanité qui sont commis par les partis en conflit, dans ces conflits-là, comme dans tous les conflits, est-ce qu'ils n'ont pas peur un jour d'être eux-mêmes conduits à la CPI? Non, moi, je ne pense pas que ce soit leur agenda, que la raison fondamentale, c'est de se soustraire à cette justice internationale. Parce que, d'abord, comme j'ai indiqué, même si le pays n'est plus membre de la CPI, là, il y a une possibilité d'engager des poursuites. Ensuite, la CPI a un principe, c'est qu'à partir du moment où vous avez déposé les instruments et que vous êtes membre, tous les crimes qui ont été commis pendant la période où vous êtes membre restent passibles de poursuite, même quand vous vous retirez. Et le principe du retrait, c'est que quand vous déposez les instruments du retrait, la date commence à courir sur 1 an. Et aujourd'hui, on a entendu dire que c'est avec effet immédiat. Non, il y a un processus. Comme la ratification a pris un processus, le retrait aussi prend un processus. Comme pour la CEDEAO. Je ne pense pas que fondamentalement. Dans le cas dans la posture souverainiste aujourd'hui de ces pays-là fait qu'ils ne peuvent pas accepter un instrument comme la CPI où voilà, on peut poursuivre celui-là, on ne peut pas poursuivre. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation de la justice qui, à mon avis, fait que ces pays se sont retirés. Et leur agenda n'est pas celui de se protéger, parce que je ne suis pas sûr que ce soit cela, mais c'est celui de la cohérence. Oui, d'autant que... Norbert Navarro. Oui, d'autant que si les pays de l'AES étaient restés dans la CPI, ce n'est pas ça qui aurait mis leurs dirigeants à l'abri des poursuites éventuelles de la CPI. Donc de toute façon, non, Sédic a parfaitement raison. Il y a un découplage de ce point de vue. On ne peut pas les soupçonner d'une quelconque peur. Non, il y a une question de politique, d'opportunité pour eux. C'est de marquer encore plus leur distance avec l'ancienne puissance, avec la France. Ils poursuivent sur leur chemin et je ne serais pas étonné qu'ils réfléchissent à la création d'un tribunal pénal ad hoc régional, une idée de cour pénale, je ne sais pas moi, sahélienne ou ouest-africaine, qui viendrait se substituer. Parce qu'après tout, c'est vrai que ce besoin de justice, lui, il n'a pas disparu. Les populations veulent être protégées des potentielles exactions que pourraient leur faire subir leurs dirigeants demain. C'est normal. Donc peut-être qu'il y aura une création d'une cour qui sera faite par des Africains pour des Africains. La CPI, c'est fait... Aujourd'hui, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CEDIC, et on voit bien que les pays même les pays qui donnent l'impression de se soumettre à la CPI ignorent complètement les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne fait pas peur aux dirigeants africains, ils ne la respectent pas. Est-ce qu'il y a pas un problème d'incohérence à dénoncer l'ordre international et ce qui en ressort comme tribunaux et à ne pas respecter ses propres instruments judiciaires panafricains? Non, je crois qu'il y a quand même des exemples où l'Afrique a été capable de juger elle-même ses enfants, les chambres africaines qui ont permis de juger Hissène Habré à Dakar. Lui est un citoyen tchadien. Les chambres ont siégé à Dakar avec une juridiction ad hoc. C'est toujours malheur aux vaincus. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est bien mieux que d'extrader son dirigeant vers la haie à la demande des puissances occidentales. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un tribunal spécial qui siège en RCA, en Centrafrique aussi. Il y a eu des tribunaux spéciaux en Sierra Leone et au Libéria pour juger. Donc, il y a d'autres mécanismes que la CPI, dont aujourd'hui le fonctionnement laisse quand même à désirer. C'est évident que statistiquement, ce n'est pas une posture idéologique. Hein. Si vous prenez le nombre d'affaires poursuivies par la CPI et que vous regardez et le nombre d'affaires non poursuivies par la CPI qui auraient pu être poursuivies par la CPI, vous arrivez au même constat que les pays de l'AES, qu'il y a un problème avec cette juridiction. Non. Et par ailleurs, vous savez que la CPI n'a pas de police judiciaire, n'a pas de police du joug. Elle s'appuie sur la volonté des États. Ouais. Donc, si les États ne veulent pas, même si elle émet un mandat d'arrêt, comme on a vu dans le cas de Netanyahou, qui se promène tranquillement, puisque les États n'ont pas voulu, lui, il est quand même, il a une protection suffisante, donc il se promène comme il veut. Il était en Hongrie, il peut venir en France, il était aux États-Unis, donc il n'a pas d'inquiétude à se faire, parce que c'est lui. Donc, c'est ça la difficulté qu'il y a avec cette juridiction.
Alors Théo, Oui, Norbert. on ne peut pas comparer la Cour africaine des droits de l'homme et un tribunal pénal. Ça n'est pas un tribunal pénal. La CPI, c'est pénal. D'accord ? Et ce qui fait sa spécificité et qui fait qu'on a affaire vraiment à une nouvelle organisation du monde, c'est que c'est un tribunal permanent. C'est-à-dire qu'il est là, le caractère permanent de la CPI est destiné à rassurer des populations qui, brusquement, un matin, en se réveillant, peuvent être victimes de violations de leurs droits les plus fondamentaux. Ça, c'est ça qui pose problème. C'est ce caractère permanent. On l'a vu que dans l'histoire, lorsque le besoin s'en est fait sentir, pour des raisons historiques, les vainqueurs ont organisé des tribunaux d'exception, c'est-à-dire qui ont un début, une fin, une fois qu'ils ont jugé. Norbert, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un outil de limitation du pouvoir et de l'impérium des chefs d'État. Elle prend de nombreuses décisions qui ne sont pas suivies du tout. Est-ce que cela ne montre pas qu'au-delà des reproches qu'on peut faire à la CPI et de la légitimité de ces reproches, il y a un problème parmi les dirigeants africains, un problème avec la redevabilité et le fait de se soumettre à des tribunaux? Est-ce qu'ils ne sont pas tellement eux-mêmes ordonnateurs de leur propre justice, y compris de leur justice politique, notamment les conseils constitutionnels qu'on a vu en Côte d'Ivoire et au Cameroun faire ce qu'ils font? Est-ce que finalement ils n'ont pas pris la mauvaise habitude d'être eux-mêmes les maîtres de l'ordre judiciaire, et est-ce que ce problème-là ne crée pas des morts, des milliers de morts chaque année en Afrique? Non, je suis absolument d'accord avec Théodore sur les décisions à rendre. C'est dit qu'il était tellement d'accord qu'il a coupé dans le Il n'y a pas de... Non, je vais simplement dire, puisque c'est très bref, j'ai ravi la parole à Norbert. Je sais pas, peut-être que ça peut me coûter beaucoup de choses. Mais j'ai dit simplement que c'est que le problème que Théo soulève est un vrai problème. Ouais. Par exemple, dans le cas de la Cour africaine des droits de l'homme ou de la Cour de la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO a rendu de décisions, une favorable à Wade fils, Karim Wade à l'époque, une favorable aussi sous Macky Sall à Ousmane Sonko, etc., que les pays se sont abstenus d'appliquer. Ils ont refusé d'appliquer et ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Donc, quand on se met dans cette posture-là, c'est clair qu'on crée l'envie d'avoir des juridictions supranationales qui vont faire le travail que les pays n'acceptent pas qu'on fasse. Oui, non, mais bien sûr. Mais partout sur la Terre, et pas seulement en Afrique, les dirigeants n'aiment pas se couper un bras pour le confier à une instance extérieure dont la légitimité est parfois... Là, Norbert, je te coupe, oui. Comme c'est dit que tu as coupé. L'instance extérieure dont on parle, c'est le principe de pouvoir judiciaire. C'est le principe de pouvoir judiciaire contre lequel les chefs d'État, les dirigeants africains, en grande partie, se rebellent. Bien entendu, si tu es le président de l'Afrique du Sud et que tu te rebelles contre le principe du pouvoir judiciaire, c'est ton problème, car la justice passera. Mais si tu es le président du Sénégal, tu es le président du Cameroun, tu es le président de la Côte d'Ivoire, tu peux te soustraire, tu peux instrumentaliser l'ordre judiciaire, créer des morts, des milliers de morts, et tu n'es absolument pas puni. Oui, mais... Justement, nous parlons bien de droit pénal, d'accord, et de justice pénale. En fait, en justice pénale, tous les étudiants en droit qui nous regardent connaissent le principe de l'interprétation restrictive. Autrement dit, c'est juste ou ça ne l'est pas, d'accord ? La Cour pénale internationale, là aussi, pêche par un biais qui est probablement dû à sa jeunesse, parce que c'est tout récent, ça date de 2002, c'est que un jour, Patrick Baudouin, pour ne pas le nommer, qui est l'un des plus grands défenseurs de l'ordre de la Cour pénale internationale, c'est le président de la Fédération internationale de défense des ligues de défense des droits de l'homme, a osé dire un jour à propos de la Cour pénale internationale que certes, elle ne rendait pas toute la justice, mais que, écoutez bien, mieux valait un peu de justice que pas de justice du tout. Mais ce principe de justice, c'est pas de justice. C'est une aberration venant pour un juriste, parce que en droit pénal, ou c'est juste,
ou ça ne l'est pas. La porte, elle doit être ouverte ou fermée. Mais bien sûr, alors les choses peuvent s'améliorer. C'est une construction récente, elle est pleine de défauts et on vient de les énumérer. Pas tous, il y en a d'autres, on pourrait faire 10 émissions sur la Cour pénale internationale. Mais toutefois, il faut reconnaître une chose, que par exemple dans le cas de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, la Cour pénale internationale a rendu la justice. Elle a rendu une justice meilleure que la justice ivoirienne qui a jugé par contumace un ancien chef d'État qu'elle avait envoyé à la CPI en défiant toutes les règles internes. Et cette décision de la justice ivoirienne a finalement été plus nuisible que toutes les décisions sur la Côte d'Ivoire de la Cour pénale internationale. Tout cela doit nous donner à méditer le fait que l'impunité, la question de l'administration d'une justice juste demeure d'actualité en Afrique, et peut-être qu'au-delà des institutions internationales, il s'agit que les peuples africains réclament et obtiennent des juridictions indépendantes des pouvoirs politiques, indépendantes des princes du moment, afin que la paix puisse régner, car même l'ordre divin est fondé sur la justice et l'équité.